c'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. It will come. In due course. Ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Édouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut! Alors aujourd'hui, plus que jamais sur le podcast, on joint l'utile à l'agréable avec un livre qui va vite trouver sa place au chaud sous ton beau sapin orné de belles boules et guirlandes oranges. Ce livre, c'est Le prix de demain, The Price of Tomorrow de Jeff Booth, qui a connu un vif succès outre-Atlantique dès sa sortie en janvier 2020, a été immédiatement adopté par les bitcoiners et dont la traduction française est désormais disponible. Cet ouvrage, il nous livre des clés de compréhension importantes du contexte actuel. Il y est notamment question de la tension croissante qui s'exerce entre le progrès technologique et les politiques monétaires qui, dans un tel environnement, doivent impérativement se réformer. Et l'auteur Jeff Booth est remarquablement bien placé pour en parler. Cet entrepreneur canadien de renommée internationale vit depuis 20 ans à l'avant-garde du changement technologique. Assez visionnaire aussi, il partage avec nous dans un langage très accessible sa perspective sur la situation mondiale. À force d'images simples, il nous permet enfin de comprendre ce que notre esprit peine à concevoir par nature, comme cette notion de croissance exponentielle si caractéristique des avancées technologiques. Alors aujourd'hui, j'ai aussi le plaisir de te faire découvrir le réseau Consensus qui, sur la base du volontariat, traduit en une douzaine de langues les ouvrages phares sur le Bitcoin. Et on a donc la visite d'Edouard et de Gary qui ont traduit ce livre, Le prix de demain. Alors, je te lis tout de suite l'introduction du livre et on les retrouve ensuite pour un échange à trois sur le livre et sur leur engagement comme traducteurs dans cette belle initiative qu'est le Consensus Network. Le prix de demain, Jeff Booth, introduction. La fin de l'inflation. Les idées justes ou fausses des philosophes de l'économie et de la politique ont plus d'importance qu'on ne le pense généralement. À vrai dire, le monde est presque exclusivement mené par elles. Les hommes d'action, qui se croient parfaitement affranchis des influences doctrinales, sont d'ordinaire les esclaves de quelques économistes passés. John Maynard Keynes, Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, 1936. La technologie est déflationniste, ce n'est pas une conjecture, c'est l'essence de la technologie. Et comme la technologie de plus en plus est à la base du monde qui nous entoure, cela signifie que nous entrons dans une ère de déflation comme le monde n'en a jamais connu. Nous n'aimons peut-être pas ce que cela signifie et il se peut que nous ne soyons pas prêts pour les changements présagés, mais cela ne change en rien les faits. Nos systèmes économiques n'ont pas été conçus pour un monde dirigé par la technologie où les prix ne cessent de baisser. Ils ont été construits pour une ère pré-technologique où le travail et le capital étaient inextricablement liés, une ère qui comptait sur la croissance et l'inflation, une époque où nous gagnions de l'argent à partir de la rareté et de l'inefficacité. Cette époque est révolue. Mais nous continuons à prétendre que ces systèmes économiques fonctionnent toujours. Nous sommes à un point critique, car beaucoup de nos choix sont en fait des choix économiques. La plupart des choix se résument à des réalités économiques, un compromis entre notre valeur perçue et le prix.
Nous pouvons aspirer à être plus respectueux de l'environnement tout en choisissant de conduire une voiture pratique pour nous mais qui coûte cher à l'environnement. Nous pouvons souhaiter que tous nos aliments soient biologiques mais ne pas vouloir ou ne pas pouvoir en payer le coût supplémentaire. Les entreprises ne sont pas différentes. Une entreprise n'est qu'un groupement de personnes qui font des choix dans le but de croître en tant qu'entreprise tout en étant en concurrence avec d'autres entreprises qui tentent de faire de même. Améliorer les affaires se résume souvent aux dures réalités de l'économie ou à la valeur que l'entreprise apporte à ses utilisateurs, que cette valeur soit perçue ou réelle. Ces choix économiques visant à être compétitifs et à conquérir davantage de marchés ont des répercussions sur presque tout le reste. Qu'il s'agit de votre revenu, votre style de vie, vos possibilités de voyage et de loisirs, ou la manière dont vous prenez soin de votre famille, l'économie est fondamentale. De temps en temps, nous apprenons une nouvelle information qui remet en question tout ce que nous avons appris et ce en quoi nous avons confiance. Dans ces moments-là, notre socle de connaissances s'effrite et avec lui, bon nombre de croyances que nous avons construites par-dessus. Ces transitions sont difficiles parce que nous ne nous défaisons pas facilement de nos croyances. Nous sommes à la croisée des chemins. Ce qui fonctionnait auparavant ne fonctionnera plus à l'avenir. La technologie évolue trop vite et elle ne fera que s'accélérer. Même si nous le voulions, nous ne pourrions pas remettre le génie dans la bouteille. Nous devons construire un nouveau cadre pour nos économies locales et mondiales, et vite, où la même technologie qui a le pouvoir de nous apporter l'abondance, à nous ainsi qu'à notre monde, va au contraire le détruire. La seule chose qui stimule la croissance dans le monde d'aujourd'hui est le crédit facile, qui est créé à un rythme difficile à concevoir. L'augmentation de ce crédit et de la dette correspondante nous maintient enfermés dans un système où nous sommes les proverbiales grenouilles dans une marmite dont la chaleur de l'eau monte lentement sans que nous le remarquions. À mesure que nous nous efforçons de maintenir un système économique construit pour le passé, nous créons plus que des problèmes économiques. Sur notre chemin actuel, notre monde va devenir profondément plus polarisé et dangereux. Les événements d'apparence aléatoire du Brexit, de Trump et de la montée du populisme et de la haine dans notre monde ne sont pas du tout incohérents ou isolés. Ils sont tous liés à une perte d'espoir d'un avenir meilleur pour de grandes parties de la population. Sous cette perte d'espoir se cache une nouvelle réalité économique où les pauvres ne sont pas les seuls à ne pas bénéficier des gains économiques. Une grande partie de la classe moyenne se sent également lésée. Au lieu que la technologie permette une semaine de travail de 15 heures, comme Keynes l'avait prévu dans son essai des années 1930 intitulé « Perspectives économiques pour nos petits-enfants », un grand nombre de personnes travaillent plus longtemps dans des emplois dont elles craignent, à juste titre, la disparition prochaine. Ils sont pris au piège et se demandent comment ils pourront subvenir aux besoins de leur famille et à leurs besoins essentiels lorsque l'inévitable arrivera. Simultanément, nous assistons à une augmentation massive des inégalités. Aux États-Unis, les 5% les plus riches de la population détiennent désormais plus des 2/3 de la richesse, tandis que les 95% restants se battent pour obtenir leur part du tiers restant. 3 personnes seulement, Jeff Bezos, Bill Gates et Warren Buffett, possèdent plus de richesses que 50% de la population. Il est facile de montrer du doigt les riches et de les blâmer, mais il faudrait plutôt se concentrer sur un système défaillant qui renforce radicalement les inégalités. En fait, de nombreuses familles parmi les plus riches sont conscientes du même risque pour la société et ont l'intention d'essayer d'y remédier, soit en participant au débat et en faisant entendre leur voix, soit en s'engageant dans la philanthropie. Le Giving Pledge, signé par 204 personnes à l'heure où nous écrivons ces lignes, consacre la majorité de sa richesse à la philanthropie. Mais cela ne devrait même pas être nécessaire. La concentration de la richesse n'a pas été aussi élevée depuis la fin des années 1920. Le monde devient naturellement plus dangereux lorsqu'un grand nombre de personnes, de plus en plus anxieuses quant à leur propre avenir économique, voient une incroyable création de richesse entre les mains d'un très petit nombre de personnes. Cet environnement fournit un terrain fertile pour les révolutions.
La perte de confiance dans des systèmes censés être fiables conduit de manière prévisible à des reproches et à des divisions qui peuvent tous être opportunément redirigés vers des groupes cibles tels que les immigrants, les groupes religieux, les partis politiques d'autres pays, etc. En d'autres termes, le populisme explose à cause d'un système injuste. Il est difficile de ne pas se remémorer d'une perte d'espoir similaire et de la montée du populisme et des idéologues dans le monde entier au début des années 1930 qui a dégénéré en la Seconde Guerre mondiale. C'est cette même perte d'espoir qui est à l'origine des élections d'aujourd'hui. Des pays qui se considéraient autrefois comme éclairés sont déchirés par une xénophobie hideuse, engagée dans le protectionnisme et la fermeture de leurs frontières. Des populations entières se laissent influencer par des politiciens qui attisent la colère et la polarisation en créant des récits de type « nous contre eux » sans comprendre les causes profondes de notre nouvelle réalité. Nombre d'entre eux utilisent les réseaux sociaux comme une arme puissante dans leur volonté de consolider leur pouvoir. Ils créent des communautés influentes en ligne qui alimentent la dissension dans les rues. En Allemagne, le parti populiste d'extrême droite Alternative für Deutschland, AfD, est passé de 0 siège aux élections de 2013 à la formation du plus grand parti d'opposition de ce Parlement en 2019. Partout dans le monde, les régimes autoritaires fleurissent. La tendance à l'accroissement des inégalités des richesses, de la polarisation et de la discorde constitue une menace majeure pour notre avenir collectif. Et tout cela est causé par la même chose, l'adhésion à un système économique conçu pour une autre époque. Comment en sommes-nous arrivés là? Et où allons-nous? L'âge de l'inflation. Toute notre vie, nous avons vécu dans un monde où l'espoir d'un avenir meilleur était une force motrice de l'économie. Un monde où la croissance règne. Nos parents ont grandi dans ce même monde, et leurs parents aussi. C'est ce que nous connaissons. Le rêve américain épouse l'idée que peu importe qui vous êtes, si vous travaillez suffisamment dur ou si vous êtes suffisamment innovant, vous pouvez réaliser presque tout ce que vous désirez. Les emplois toujours mieux rémunérés sont au cœur de cette construction. Nous nous attendons à commencer notre carrière, à gagner plus au fil du temps et, espérons-le, à dépasser la hausse des prix. Si nous avons la chance d'avoir acheté des actifs, la hausse des prix de ces actifs en raison de l'inflation crée une richesse à plus long terme. Si nous utilisons l'effet de levier de ces actifs en tirant parti d'une dette, notre rendement est encore plus élevé car la valeur de l'actif augmente, tandis que les dollars que nous remboursons par la dette sont exprimés en dollars d'aujourd'hui, et avec l'inflation et la croissance de nos revenus dus à l'inflation, nous remboursons la dette de demain en dollars qui valent moins. Le logement est l'exemple classique de cet effet de levier. Mes parents ont acheté leur première maison dans la banlieue de Vancouver, au Canada, en 1977, pour 69 000 $. À l'époque, c'était une grosse somme d'argent pour eux, mais avec une mise de fonds de 10 000 $ et un prêt hypothécaire de 59 000 $, ils étaient sur le point de voir les avantages de l'achat d'actifs dans un environnement inflationniste. Leurs revenus ont augmenté au cours de leur carrière, et avec cette augmentation, l'hypothèque de 59 000 $ est devenue plus facile à payer. Pendant ce temps, l'inflation a également augmenté la valeur de leur maison. Aujourd'hui, elle vaut environ 1,5 million $. Presque tous les actifs partagent la même histoire fondamentale, qu'il s'agisse d'actions, de ressources ou d'art. Et il n'y a rien de fondamentalement mauvais dans cette équation. Elle est à l'origine d'une richesse et d'une prospérité énormes. Il est vrai que certains propriétaires d'actifs ont prospéré plus que d'autres, ce qui a contribué aux inégalités. Mais globalement, ce processus a permis à une grande partie du monde de sortir de la pauvreté. Mais que se passe-t-il lorsque nous ne pouvons plus compter sur un système de croissance et d'inflation? Et si une force plus puissante rendait inutile la plupart de nos efforts pour créer de l'inflation? Et si, en essayant désespérément de nous accrocher à un modèle inflationniste dépassé, nous accentuons les inégalités des richesses, la polarisation et la discorde dans nos sociétés? Aujourd'hui, nous sommes dans ce scénario. La croissance et l'inflation continue auxquelles nous nous attendons
Le système sur lequel nous avons bâti les économies de nos nations n'existe plus. La technologie est une force déflationniste si grande qu'en fin de compte, nous ne pouvons rien faire pour l'arrêter. Le monde de la technologie en contraction. J'ai reçu mon premier téléphone portable en 1988, un cadeau de mon employeur alors que je partais commencer une nouvelle carrière. C'était un cadeau incroyablement spécial parce qu'il était complètement inattendu. En 1988, les téléphones portables étaient assez rares et le Motorola 8000 a été l'un des premiers à être véritablement portable. Avant cela, il fallait les transporter dans une valise. Le téléphone avait la taille et le poids d'une brique avec une longue antenne. Il avait une autonomie de 30 minutes en communication avant de devoir être rechargé pendant 10 à 12 heures et il coûtait environ $2000. Mes amis voulaient l'utiliser pour passer des appels, juste pour dire qu'ils parlaient sur un téléphone portable et j'essayais de faire attention à la quantité que je leur permettais car les appels coûtaient $1,50 la minute. Pas de texte, pas d'application, pas de données, juste des appels téléphoniques. Mais cette possibilité de passer un appel quand je le voulais, au lieu d'essayer de trouver une pièce de 25 cents et un téléphone public, était révolutionnaire. Ma première facture de téléphone portable, avec les frais d'itinérance, s'élevait à environ $1,200. Je me souviens très bien car c'était une somme folle à cette époque de ma vie. Mais pour moi, en 1988, la technologie était enfin arrivée. C'était il y a un peu plus de 30 ans. Et il est absolument stupéfiant de voir le chemin que nous avons parcouru. Sortez votre smartphone. Quelle est sa taille? Combien a-t-il coûté? Combien coûte son utilisation? Qu'est-ce qu'il peut faire? Cette même force déflationniste a rendu nos téléphones moins chers et plus puissants. Elle a transformé votre téléphone en appareil photo, lampe de poche, carte, mètre, calendrier, portefeuille, accordeur de guitare et 1 million d'autres choses. Tout cela gratuitement ou presque. Lorsque nous utilisons la technologie, il y a un effet exponentiel dans son rendement ou sa puissance par rapport à son prix. Nous obtenons des avantages bien plus importants et le prix continue de baisser. L'abondance qu'elle apporte à nos vies est incroyable et elle est partout autour de nous. Au chapitre 4, nous explorerons en profondeur ce qui sous-tend cet extraordinaire gain de performance. Mais il suffit de regarder nos téléphones pour se faire une idée convaincante des effets déflationnistes de la technologie. La déflation, en termes simples, c'est quand vous en avez plus pour votre argent, tout comme l'inflation est quand vous en avez moins pour votre argent. Avec la déflation, une monnaie prend de la valeur parce que son pouvoir d'achat augmente par rapport aux biens et aux services. Avec l'inflation, c'est l'inverse. Les prix des biens et des services augmentent, par conséquent, la valeur d'une monnaie est plus faible car son pouvoir d'achat diminue. La déflation n'est pas intrinsèquement bonne ou mauvaise. Ce qui compte, c'est de savoir où vous placez votre argent. De chaque côté de l'équation, il y a des gagnants et des perdants. Avec l'inflation, les détenteurs d'actifs gagnent puisque les dollars à venir valent moins et qu'il faudra donc plus de dollars pour acheter des actifs à une date ultérieure, comme mes parents et leur première maison. Avec la déflation, les détenteurs de monnaie sont gagnants puisque leurs dollars peuvent acheter plus de biens et de services à l'avenir qu'aujourd'hui. Le problème est que nous pensons toujours que la déflation est limitée à certains secteurs de notre économie, que nous continuerons à obtenir plus avec moins dans nos appareils électroniques tout en bénéficiant des avantages de l'inflation dans le reste de nos vies. Et nous continuons à considérer la technologie à travers un prisme étroit, comme s'il s'agissait uniquement de ce qui alimente nos téléphones. Même en dézoomant un peu plus, nous pensons souvent à l'industrie technologique en termes de géants comme Apple, Google, Microsoft, Facebook, Amazon, et en Chine Tencent, Baidu et Alibaba. Souvent, nous ne réalisons pas que c'est la même force déflationniste de ces entreprises que nous célébrons en utilisant leurs services, souvent sans même y penser. Qu'il s'agisse des informations gratuites et abondantes fournies par Google ou des prix toujours plus bas et du service croissant d'Amazon, nous continuons à obtenir plus pour moins cher. Mais la technologie a des ramifications encore plus larges et plus importantes.
La technologie n'est pas une industrie isolée de nos téléphones, de nos recherches sur Google ou des objets que nous achetons sur Amazon. La technologie s'intègre dans tout ce que nous faisons. Elle s'impose de plus en plus comme la colonne vertébrale de chaque secteur et de chaque entreprise. Dans un avenir proche, si vous n'êtes pas une entreprise basée sur la technologie, vous ne serez probablement plus une entreprise du tout. Donc si la technologie fait son chemin dans tous les secteurs, pourquoi devrions-nous nous attendre à bénéficier de la force déflationniste dans certains endroits et de l'inflation partout ailleurs? Si la même technologie qui nous a donné l'abondance dans nos téléphones fait maintenant son entrée dans presque toutes les industries, ne devrions-nous pas nous attendre à la fois à l'abondance et à la déflation des prix dans tout ce qui nous entoure? Si tout, pas seulement les téléphones ou les sociétés Internet, mais tout, est beaucoup plus performant et que son prix baisse en même temps, une famille qui gagne 75 000 $ cette année et qui a du mal à joindre les deux bouts pourrait gagner 70 000 $ l'année prochaine et la valeur des dollars serait accrue. Puis 60 000 $ quelques années plus tard et la valeur des dollars augmenterait toujours en continuant à gagner plus pour moins. Grâce à la tendance déflationniste naturelle de la technologie, cela nous permettrait de sortir de la spirale actuelle qui consiste à rechercher des prix de plus en plus élevés et à exiger des emplois de plus en plus rémunérateurs pour suivre le rythme. Cela peut sembler radical, mais si la technologie est déflationniste et que nous nous attendons à ce qu'elle continue de progresser dans de plus en plus d'industries, ce n'est peut-être pas si radical. C'est peut-être la seule chose sensée à faire. Il y a juste un problème. Si la technologie devrait rendre tout moins cher, pourquoi la vie devient-elle plus chère? Économie réactionnaire. Partout dans le monde, les loyers, les prix des logements, les carburants, la nourriture et bien d'autres coûts augmentent, nous gardant dans une roue à hamster. Pour quiconque vivant dans cet environnement, il est presque impossible de croire à la déflation ou à l'abondance qui pourrait en découler. Mais cette hausse des prix est artificielle, motivée par une énorme augmentation du crédit et de la dette. Les gouvernements et les banques centrales sont prêtes à faire presque n'importe quoi pour arrêter la déflation. Les objectifs d'inflation, fixés généralement à 2%, sont des éléments publics de leur mandat, avec un mélange d'idées farfelues et toujours plus nombreuses pour maintenir l'inflation. Toute croissance réelle que le monde a connue n'est due qu'à une frénésie de dépenses sans précédent, alimentée par un crédit et une dette facile qui masquent ce qui se passe réellement en dessous. Le problème vient du fait que l'on croit pouvoir échapper à la déflation et à l'ordre naturel des choses en créant toujours plus de dettes. C'est un peu comme essayer de battre des bras pour lutter contre la gravité. La gravité gagnera. Même un avion qui utilise une énergie massive pour rester en l'air doit finir par atterrir. Pour mesurer le montant de la dette dans le monde, il est important de comparer la dette totale des gouvernements, des personnes ou des entreprises par rapport à son impact sur la croissance totale du produit intérieur brut, le PIB. Sinon, on peut facilement se laisser berner par un tour de passe-passe consistant à penser que la croissance plus lente de la dette dans une partie de l'économie est compensée par une augmentation rapide de la dette dans une autre. Par exemple, un gouvernement maîtrise sa dette en ne finançant plus un programme, mais cet arrêt de financement force la dette à s'accumuler plus rapidement chez les consommateurs qui ont besoin du programme. Ce n'est qu'à travers la dette totale que l'on verra le véritable impact sur le PIB. Il y a déjà trop de dettes dans le monde, ce qui, paradoxalement, rend le problème plus difficile à résoudre. La dette combinée à la déflation est une combinaison toxique, car les emprunteurs doivent payer le même montant pour leurs intérêts alors qu'ils gagnent moins. Cela augmente la valeur réelle de la dette, ce qui rend son remboursement plus improbable. Les défauts de paiement explosent et le crédit est détruit, ce qui entraîne de graves dépressions dans les économies. En 2000, la dette totale dans le monde était d'environ 62 000 milliards de dollars américains. En même temps, l'économie mondiale en 2000 était d'environ
33 500 milliards de dollars américains. Depuis 2000, l'économie mondiale est passée de 33 500 milliards de dollars à environ 80 000 milliards de dollars. Pour atteindre cette croissance, la dette totale est passée à plus de 247 000 milliards de dollars au troisième trimestre de 2018, selon l'Institut de la Finance internationale. En d'autres termes, il a fallu environ 185 000 milliards de dollars de dette mondiale pour obtenir 46 000 milliards de dollars de croissance mondiale. Si nous arrêtions d'ajouter à cette dette et commencions à la rembourser au rythme de 1 000 $ par seconde, cela prendrait près de 8 000 ans. Au lieu de cela, nous continuons à l'augmenter. Et c'est encore pire s'il a fallu créer 185 000 milliards de dollars de dette pour obtenir seulement 46 000 milliards de croissance. Je vous montrerai au chapitre 4 pourquoi il faudra au moins le double de dette pour obtenir 46 000 milliards de croissance supplémentaire. Je ne peux pas m'imaginer aller à la banque pour obtenir un prêt et présenter cette idée géniale où j'ajouterais 4 $ de dette pour chaque dollar de croissance. Même si je taxais la totalité du gain de 1 $ à 100%, ce 1 $ ne me permettrait jamais de rembourser mon prêt initial. Le mirage de la croissance actuelle n'est rien d'autre qu'une frénésie de dépenses alimentée par la dette. Les dépenses alimentées par l'endettement ne sont pas toujours mauvaises. Souvent, la dette peut être utilisée pour croître sagement en finançant des investissements intelligents à long terme. Une entreprise qui s'endette pour investir dans l'automatisation a plus de poids face à ses concurrents et peut rembourser cette dette avec un meilleur rendement dans le futur pour l'entreprise grâce à l'automatisation. Mais lorsqu'une entreprise continue à dépenser plus qu'elle ne gagne ou à investir sa dette dans des choses qui ne fournissent pas de rendement économique, la dette devient un poids pour la croissance future, car les dollars actuels doivent être alloués pour payer le coût du service des intérêts ou des paiements. À un moment donné, le poids de la dette devient insupportable et l'entreprise est obligée de se restructurer ou de fermer, ce qui efface toute la dette et nuit à ceux à qui elle est due. Globalement, une économie est la même. Une économie peut croître plus rapidement grâce au même effet de levier ou au crédit qui lui est appliqué, tirant la demande vers l'avant en augmentant ce qui peut être dépensé aujourd'hui au détriment de ce qui sera payé demain. Les gens et les ménages ont plus d'argent, donc ils dépensent plus, et les entreprises et les économies se développent plus rapidement. Mais cet argent doit être remboursé, d'une manière ou d'une autre. Faut-il s'étonner que les plus grands acteurs des marchés financiers parient aujourd'hui non pas sur la croissance des entreprises, mais sur l'orientation des banques centrales et des gouvernements en matière de politique monétaire? D'un côté, nous avons cette incroyable force déflationniste alimentée par la technologie, et de l'autre côté, nous avons une force qui essaie de l'arrêter. Cette force est la planche à billets. Dans son livre Principles for Navigating Big Debt Crisis, Ray Dalio, grâce à de nombreuses recherches et à sa connaissance du marché, utilise les données des précédentes crises de la dette pour examiner les implications de la politique gouvernementale lorsqu'elle devient incontrôlable. Dalio fait un travail incroyable en distillant la complexité des marchés dans une lecture facile à comprendre et précieuse. Quand la dette devient trop importante, selon ses mots, il existe 4 leviers que les décideurs politiques peuvent actionner pour ramener les niveaux d'endettement et de service de la dette au niveau des revenus et des flux de trésorerie nécessaires à leur service. Premièrement, l'austérité, dépenser moins. Deuxièmement, défaut de paiement, restructuration de la dette. Troisièmement, la Banque centrale imprime de la monnaie ou d'autres garanties. Quatrièmement, transfert d'argent de ceux qui ont plus que ce dont ils ont besoin vers ceux qui ont moins, impôt beaucoup plus élevé pour les riches. Dalio conclut qu'en fin de compte, les décideurs politiques impriment toujours plus d'argent. C'est parce que l'austérité fait plus de mal que de bien, que les grandes restructurations effacent trop de richesses trop rapidement et que les transferts de richesses des riches vers les pauvres ne se produisent pas en quantité suffisante sans révolution.
Et je suis d'accord avec Dalio sur le fait qu'il est très probable que les décideurs politiques imprimeront à nouveau, alors que les gouvernements du monde entier essaieront de botter en touche une fois de plus. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution cette fois-ci. Cela ne fera qu'empirer les choses. Ce qu'aucun historique des précédentes crises de la dette n'a pu montrer, c'est l'incroyable force déflationniste de la technologie. Elle est différente des transitions historiques, comme la révolution industrielle, et de plus elle n'a qu'à peine commencé. L'essentiel de la déflation est encore devant nous. Cette force déflationniste, combinée à un marché mondial où tous les acteurs étatiques doivent stimuler la croissance et les emplois mieux rémunérés dans leurs propres économies, nous prépare à un avenir sans précédent, où les règles doivent être réécrites. La technologie en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise. Les effets déflationnistes qu'elle entraîne ne le sont pas non plus. Nos systèmes de gouvernance déterminent la façon dont elle est utilisée. Du moins à l'heure actuelle, la technologie est conçue par des humains et peut être utilisée pour faire un bien immense dans le monde en apportant l'abondance. Un monde où nous recevons tous beaucoup plus pour moins. Mais aujourd'hui, il est difficile pour tout individu et encore moins pour ceux qui ne font pas partie de l'industrie technologique de suivre le rythme de croissance de la technologie. Nous pouvons nous attendre à ce que la technologie qui nous entoure aujourd'hui soit primitive par rapport à ce qui nous attend. Nous commençons à jouer à un tout nouveau jeu, dont de nombreuses règles sont à l'opposé de celles auxquelles nous sommes habitués. Chaque jeu a des gagnants et des perdants. Il en va de même pour le jeu de la vie. Certaines personnes gagnent plus que d'autres et c'est normal. La passion, les risques, l'ingéniosité, le travail et l'intelligence doivent être récompensés. Les défis monumentaux pour toute société surviennent lorsqu'un jeu économique est truqué en faveur de quelques-uns alors que d'autres sont désavantagés. Lorsque les personnes défavorisées réalisent qu'elles jouent à un jeu qui ne peut être gagné. C'est là où nous en sommes dans le monde aujourd'hui. Et même si la plupart des gens ne réalisent pas pourquoi, le mécontentement monte. Et les propriétaires d'actifs et ceux qui ont accès à la dette et à l'effet de levier ont été d'immenses gagnants. Il en va de même pour les entreprises technologiques qui s'en servent pour créer des monopoles plus importants que par le passé. Et cela a un coût. Ce coût, c'est le populisme qui monte dans le monde et ce coût est sur le point d'exploser. Dans la suite de ce livre, j'examinerai en profondeur la situation. Comment nous en sommes arrivés là, où nous nous dirigeons, et ce que nous pouvons faire. Préparez-vous à être mis au défi. Édouard Gary, c'est super chouette de vous retrouver ce soir pour discuter un petit peu de ce livre, Le prix de demain, que vous avez traduit sur le Consensus Network. Et Édouard, un grand merci à toi de m'avoir fait signe en me proposant de lire cette intro du bouquin qui nous donne vraiment des clés importantes pour comprendre le contexte actuel. Alors, on va en parler un petit peu du bouquin là dans un instant, mais peut-être que dans un premier temps, ce qui convient, c'est de faire connaissance. Alors, je vous propose de vous présenter l'un et l'autre. Alors, vous partagez ce que vous avez envie de raconter sur qui vous êtes, la trajectoire qui vous a amené ici, au seuil qui vous a amené dans un premier temps au seuil du Bitcoin Rabbit Hole. Votre Rabbit Hole Story, en bref, si ça vous branche, et puis le processus qui vous a conduit à rejoindre le Consensus Network. Et puis après, on pourra parler aussi de qu'est-ce que c'est que ce réseau Consensus. Voilà. Si tu veux, je vais commencer. Donc, merci Jacques pour l'invitation. Je m'appelle Edouard. Rapidement, quand je suis arrivé ici, c'est en lisant Littéralement Bitcoin de Saif Dynamos. Ça m'a beaucoup marqué, disons. Ça m'a un peu orange pilled. Et quelques temps plus tard, donc quand il a sorti son deuxième livre de Fiat Standard, j'ai voulu participer à la traduction.
Et en fait, il se trouvait qu'à l'époque, personne n'avait encore pris le devant du projet, donc il se trouve que je suis arrivé le premier, en fait, j'ai un peu organisé le début, la traduction, donc avec Saïfedane et Nico qui est le fondateur de Consensus Network, donc qui traduit les livres en différentes langues sur Bitcoin. Et donc on a monté une équipe via Twitter, on a trouvé plusieurs personnes, dont Gary qui est présent, Henri aussi, David Saint-Onge et d'autres. Et donc on a commencé à bosser dessus et il se trouve qu'on était assez efficace et un livre en emmenant un autre, on en a fait plusieurs en l'espace de 6 ou 9 mois je crois. On a fait le prix de demain, on a fait du merci pour Bitcoin, on a fait un scénario optimiste pour Bitcoin et je crois que c'est 21 millions. 21 millions de Knut. Ah, il y en a une petite douzaine, ouais. Il y en a déjà une petite douzaine ou quoi? Ils sont pas tous traduits par nous. On a certains qui sont via des partenaires, donc Dicoland ou PVH. Ouais. Mais voilà, on a fait 5, je crois qu'on a fait 5 bouquins, je crois, en l'espace d'un an et demi. Ouais, donc tu as eu la chance, toi, de découvrir Bitcoin avec un bouquin vraiment super bouquin de référence qui t'a fait gagner finalement beaucoup de temps, j'imagine, dans ta compréhension de Bitcoin. Ouais. Après, j'avais déjà lu sur la monnaie quand j'étais en fac. J'avais pas creusé aussi loin et en 2018, on m'a montré ce livre. Et quand je l'ai lu, ouais, ça m'a replongé dans tout ce qui était monnaie économique. J'avais un peu perdu et je suis retombé dedans et pour de vrai. Et après, j'ai lu donc tous les livres qui avaient un peu adjacents, La monnaie pyramide de Nick Bhatia. Ouais. J'ai lu le prix de demain en version originale au début, forcément. Je suis retombé un peu dans Hayek, un peu de Mises. Et voilà. Et t'avais un côté déjà un peu geek, techno, t'étais à l'aise avec tout ce qui était... Non, moi j'étais un master de finance et d'économie, donc en fait j'avais déjà une appétence pour ces sujets, et j'avais déjà un peu lu sur ces thèmes-là, mais pas en version anglophone en fait. Je lisais des livres d'auteurs français ou d'auteurs français, donc on se rend compte un peu du décalage en termes de... C'est pas péjoratif, mais en termes de qualité, de profondeur des bouquins. Ouais. Donc voilà... tout ce qui est francophone et tout ce qui est anglophone. Ok. Et toi, Gary? Eh bien, bonjour. Merci de m'inviter. Donc, moi, c'est Gary. Je suis un Belge de la trentaine. Et en fait, mon orange peeling, ça s'est passé très progressivement et sur énormément de temps. Et ça me représente assez bien. Donc, en vérité, c'est vers mes 18 ans que j'ai pris conscience pour la première fois qu'il y avait un problème avec le système bancaire. Mais tellement jeune, ça m'a un peu passé à la trappe et avec le temps, enfin voilà, on fait sa vie, on oublie les choses, etc. Et bien plus tard, vers 2017, donc des amis m'ont dit, regarde, Bitcoin, c'est génial, ça a le potentiel de peut-être changer le système bancaire, etc., de les remplacer même. Je pensais tout savoir, je me dis non, c'est contrôlé d'office, il y a pas d'issue à ça. Je me suis pas intéressé, et je m'y suis intéressé vraiment en 2020 en fait, avant la grande montée, quand il était encore autour de 8000 peut-être. Ça a été vite, hein. Ça a été très vite. Et du coup là, bon évidemment, je me suis lancé dans le truc, j'avais pas lu de bouquin sur la chose, je me suis pas vraiment intéressé. C'était la shitcoinerie à plein pot quoi, donc et suite à ça, j'ai commencé à m'y intéresser sur Twitter, j'ai écouté certaines voix, etc., dont Michael Saylor. Et là, en fait, en creusant le sujet, je me suis rendu compte que il fallait se débarrasser de toutes les shitcoins et aller sur un Bitcoin only, quoi. Parce que c'était vraiment la solution pour le problème, en tout cas, du système fractionnaire sur lequel je parle depuis que j'ai 18 ans. Donc, c'est ça. Et donc, pour Consensus, en fait, on faisait des vidéos de traduction sur YouTube, donc sur la politique américaine, et en vérité, on a abandonné ça parce que ça faisait plus vraiment de sens pour nous. Ah oui, Consensus préexistait à... Non, ça c'était Gary qui faisait ça de son côté, je crois, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, tout seul. Ok. Enfin, tout seul, avec ma compagne. Et en fait, tu traduisais des bouquins de politique américaine? Non, des vidéos. Des vidéos. Ah ouais, d'accord. C'est ça, de l'actualité, quoi. Ok. Des vidéos du Sénat, etc. Enfin, ok.
en fait, de là, ça faisait plus de sens et je me suis rembarré sur de nouveau le problème financier. Et je me suis dit, bah, faisons des vidéos sur le Bitcoin, quoi. Et du coup, on a traduit la vidéo de Safe Dynamus à la Banque d'Autriche où ils présentent les talons Bitcoin, justement. Et c'est de là, en fait, en publiant sur Twitter que Nico, comme Edouard l'a expliqué, nous a contactés et de là, on a traduit Génial. Les talons fiat. Ok. Bah, ça nous amène ça m'amène à vous en demander de savoir un petit peu plus sur ce réseau que moi j'ai découvert finalement assez récemment. Moi, c'est à Biarritz en fait cet été, où j'ai pu associer un visage à cette organisation quand je t'ai vu, Edouard, là avec tous tes bouquins là sur la table. Mais pour être franc, et même en dépit des échanges qu'on peut avoir là sur Telegram, à mesure qu'on commence à travailler un peu ensemble, je reste largement ignorant de ce que c'est Consensus Network. Et donc, je serais très curieux d'en savoir un petit peu sur l'histoire de cette organisation, sa mission, ses objectifs. On parle aussi d'organisation en étoile, là, Starfish. Donc, racontez-moi un peu là. Alors, je suis peut-être pas le mieux placé pour raconter l'histoire, mais bon, je vais un peu traduire ce que dit Nico d'habitude. C'est qu'en gros, il a commencé en faisant lui-même l'introduction de l'étalon Bitcoin en finlandais, parce que lui est finlandais. Et il s'est rendu compte qu'il y avait une certaine demande, en fait, pour la lecture de ses ouvrages en langage local. Et donc, il a un peu étendu le modèle à d'autres pays. Il avec le néerlandais, je crois. Et en fait, il s'est rendu compte que des gens venaient naturellement vers lui, que ça fait bien de leur envoyer des traducteurs ou des gens qui voulaient traduire vers lui, pour qu'un peu qu'il fasse l'agrégateur de tout de toutes les personnes intéressées dans des projets de traduction. Parce qu'il avait quand même réussi à industrialiser un peu le process, voilà, en regroupant les gens dans des groupes Telegram, en leur disant quelles étaient les étapes à suivre pour aller de la traduction à l'édition, à la publication, à la promotion, etc. Donc il avait un peu mis des étapes en fait à disposition des gens qui voulaient. Et il se trouve que voilà, les gens qui veulent traduire dans différents langages maintenant s'adressent à nous pour savoir comment démarrer en fait. Donc on a récemment là par exemple un groupe de Slovènes qui ont traduit les talons Bitcoin en slovaque et ils vont sortir là dans les prochains jours. On a d'autres un peu langage un peu petit comme ça qui vont sortir des livres en collaboration avec nous. Et donc voilà, c'est une organisation qui est assez autonome, c'est-à-dire que voilà, les gens viennent, se regroupent et décident voilà, toi tu fais la traduction, moi je relis, toi tu fais l'édition, et c'est un peu comme ça qu'on s'est débrouillé avec Gary et Henri et d'autres, et ça marche plutôt bien en fait. On se rend compte que on travaille ensemble depuis presque plus d'1 an et tout à distance et de manière collaborative et autonome et surtout volontaire, hein. Il n'y a pas de rémunération pour c'est complètement bénévole. Tout à fait, ouais. Après on a comme une sorte de profit split, je sais pas comment définir ça. En gros, si le livre fonctionne et crée des profits à l'avenir, ce qui n'est pas encore le cas en raison de la faible pénétration de la littérature Bitcoin dans le monde pour l'instant, mais voilà, à l'avenir, si ces livres fonctionnent bien, on sera rétribué en fonction des ventes futures. Voilà. Ouais, donc Nico, lui, il a monté une boîte, c'est une société qu'il a montée. Exact, ouais. Et lui, il a des contrats avec les différents auteurs, c'est ça ? Exact, oui, c'est ça. Et donc je connais pas du tout le monde de l'édition, mais j'imagine qu'il y a certains droits. Est-ce qu'il peut utiliser est-ce que vous avez par exemple la possibilité de faire des livres audio, ou j'imagine qu'il y a pas mal de ça dépend des contrats. Les livres audio, c'est possible, oui. Ça dépend des contrats de ce qui était signé. Et après, c'est différent parce que, par exemple, pour les talons Bitcoin, par exemple, le contrat se fait avec Wiley, qui est la maison d'édition qui possède les droits d'auteur. Et après, pour le second livre, les talons Fiat, Saifedan a publié lui-même. C'est-à-dire que c'est lui qui a gardé les droits et que c'est avec lui qu'on négocie en direct pour ce livre-là.
Voilà, donc ça dépend de qui est l'éditeur original et qui détient les droits. Et c'est avec cette personne-là qu'il faut négocier. D'accord. Voilà. Et donc en termes de taille d'organisation, maintenant je vois qu'il y a quand même pas mal de langues. Hein. Quand on va sur le site, on se rend compte qu'il y a les livres sont publiés dans un nombre de langues. Une douzaine de langues, je pense. Ouais, Ouais. c'est ça. Donc ça fait combien de personnes actives à peu près? Ça fait C'est dur à dire. Je pense qu'il y a une cinquantaine de traducteurs et de collaborateurs. Après, la team de personnes qui sont vraiment actives au quotidien, je dirais peut-être une dizaine. Ouais. Une petite dizaine, ouais. Voilà, pour gérer l'entreprise au quotidien, parce que ça quand même demande beaucoup de gestion, parce qu'il y a beaucoup de langues, donc forcément faut un peu gérer tous les différents marchés au cas par cas, donc c'est pas évident. Donc pour les auteurs, c'est assez intéressant parce que ça leur donne, c'est un peu la one-stop shop qui leur permet assez rapidement de traduire leurs bouquins dans plein de langues, C'est ça. en s'appuyant sur des bitcoiners, donc c'est pas mal aussi. Et puis il y a sans doute un enthousiasme croissant parce que même si on est en bear market, il y a de plus en plus de gens qui sont orange pilés et qui ont envie de se rendre utiles, quoi. Sans pour autant que ce soit rémunérateur du tout pour le moment, quoi. Non. Après, il y a aussi Nico qui passe dans le podcast de Saif Eden il y a pas longtemps pour expliquer un peu le modèle de l'entreprise et de notre organisation au quotidien. Donc, ça peut être utile pour ceux qui écoutent en anglais d'aller voir ce podcast. Et quel serait pourquoi il faudrait acheter chez Consensus Network? Quelles seraient les bonnes raisons à donner aux auditeurs pour aller acheter les bouquins chez vous, chez Consensus, plutôt que chez Amazon ou chez le libraire du coin? Non, chacun est libre d'acheter sur Amazon ou chez Fnac ou chez nous. C'est les choix individuels sur un marché libre, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ça nous fait plaisir d'avoir du soutien de la communauté pour avoir les achats en direct et les ventes en direct. C'est beaucoup mieux pour nous, c'est sûr. Et puis sur Consensus, on peut acheter en Bitcoin ou en Lightning ou quoi? Exactement, les gens peuvent payer en Bitcoin et obtenir 10% de réduction lors de leurs achats. Ça, c'est cool, ça. Bah, ouais. Ok, et en termes de stratégie, Consensus a une stratégie définie? Est-ce que ça évolue? Est-ce qu'il y a des stratégies qui varient selon est-ce qu'il y a une stratégie déjà par rapport au type de bouquin, par rapport en termes de géographie? Est-ce que tu sens une évolution un petit peu dans la direction que prend l'organisation? Les traductions, en fait, sont choisies par les traducteurs puisqu'ils travaillent de manière volontaire. Donc, si on a 3-4 personnes qui sont intéressées pour traduire un livre, ça va se passer. Ouais. Et on a des livres qui sont au point mort parce que voilà, il n'y a pas d'équipe qui se crée, qui prend le projet en main. Donc, c'est assez spontané en fonction des envies de chacun. Après, c'est pas évident du coup de faire je dirais que le process de traduction, d'édition, de publication est assez maintenant maîtrisé chez nous, mais après ce qui est dur, c'est de faire la promotion de ces livres. Voilà. En dehors du cercle habituel de Bitcoiner, là ça va, mais c'est des livres qui n'ont pas encore percé le lectorat quotidien des gens. Donc c'est pas des genre de livres qu'on va retrouver chez sa grand-mère ou ses potes, quoi. Voilà. Ouais. Mais ce serait l'objectif, ce serait l'idée, mais on n'est pas encore là et c'est encore un peu dur de promouvoir ses livres à une audience plus large, ouais. Bon, il a encore temps de faire ses courses de Noël chez Consensus, là. Moi, c'est ce que je fais, j'achète des livres et je les offre à tous mes proches. Donc, c'est pour moi, c'est le meilleur moyen de faire connaître Bitcoin de manière... surtout que vous avez une bonne sélection, quoi. Je veux dire, c'est pas de la perte de temps que de prendre les bouquins que vous avez traduits, quoi. Mais les gens, voilà, mes proches, moi, ils me disent alors Bitcoin, alors, mais faut acheter, faut faire ci, faut vendre, ça baisser, etc. Je dis, mais le plus simple, c'est de commencer à prendre un livre, à se poser, à comprendre ce que c'est, et ensuite tu verras tout ce qui est pris plus tard, voilà. C'est ça, indépendamment du fait que t'achètes ou non tout de suite, ce qui est important, c'est de se renseigner. C'est vraiment de se faire sa propre opinion, quoi. Je pense que comme dans tout investissement ou toute décision, d'abord on s'informe et ensuite on acte, on fait pas l'inverse. Voilà. Donc,
Là, moi, je me dis, les gens sont forcément un peu curieux, quoi. Ok, on leur rabâche tous les jours que c'est une saloperie hyper toxique, il faut pas y toucher, que faut s'en tenir bien éloigné. Mais au fond, je pense que les gens sont un petit peu curieux. Et donc, c'est important de se faire son propre opinion. Et je pense que les faits de société aujourd'hui ont plutôt tendance à pousser les gens à se dire, ok, on nous dit peut-être pas toujours exactement la vérité. Peut-être que ça peut être intéressant de se renseigner par soi-même, quoi. Et l'autre jour, pour une petite histoire, j'avais fait un petit club de lecture de 10 personnes qui d'habitude lisent des romans de science-fiction, etc. Et là, ils ont lu le livre Un scénario optimiste pour Bitcoin. Donc c'est des gens qui n'avaient pas beaucoup de connaissances en la matière. Il se trouve que je suis très bon retour de toutes ces personnes qui ont vraiment apprécié un petit livre d'introduction, qui ont vu un discours un peu différent de ce qu'ils entendaient habituellement dans la presse et dans les médias, etc. Donc il y a des bons retours quand les gens le lisent, mais le plus dur, voilà, c'est de la mettre entre leurs mains, quoi. C'est le bouquin, voilà. Et donc, pour finir un petit peu sur vos rôles, bon, l'un et l'autre, vous êtes largement impliqués dans la traduction. Il y a un travail de coordination aussi, sachant que la traduction d'un livre, elle se fait en équipe et que voilà, on se répartit les chapitres, etc. Non ? Vas-y, Clarisse, si tu veux. Oui, tout à fait. En gros, on fonctionne avec plusieurs étapes. Donc la première, c'est vraiment la première traduction assez brute. Ensuite vient la personne qui vient relire et essayer d'alléger tout ça, proposer différentes choses. Et ensuite l'éditeur qui tranche. Donc c'est un peu comme 3 niveaux de sécurité pour s'assurer d'avoir quelque chose qui rend bien à la fin, quoi. Et du coup la coordination fonctionne comme ça. Et puis si on a besoin de parler d'un terme ou d'un mot spécifique ou d'une phrase bien en particulier, on échange sur le Telegram, quoi, et on tranche, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pu me rendre compte là sur le groupe Telegram qu'il y a un sacré niveau d'exigence au niveau du vocabulaire, du choix des mots. Il y a des discussions assez approfondies et des débats pour savoir comment traduire tel ou tel terme. Et c'est vrai que c'est important parce que on peut en créer des bonnes ou des mauvaises habitudes en fonction des mots qu'on utilise, quoi. Exact. Et comme David Saintonge nous l'a fait bien remarquer, bon, je pense qu'on était déjà un peu au courant avant, mais j'ai vraiment réalisé à ce moment-là, c'est que pour la langue française, on crée vraiment le vocabulaire, quoi. Il y a des mots, des fois on doit les inventer. Donc c'est ça, et comme le français, comparé à l'anglais, c'est assez pas rigide mais centralisé. C'est très différent comme langue. C'est ça. Eh bien, on doit beaucoup discuter, bien choisir les termes, s'assurer que ça va plaire au plus grand nombre, que c'est compréhensible au plus grand nombre. Et c'est ça. C'est chouette. C'est sûr que j'y connais rien, moi, en linguistique, mais a priori, la langue française a pas la même plasticité. Ou en tout cas, on n'est pas aussi décomplexé, nous, dans notre manipulation du langage français, que les Anglais qui se permettent, ou les anglophones qui se permettent de créer assez facilement des nouveaux mots, comme ça, quoi. Les Allemands aussi, ils associent les mots très très facilement, quoi. Bref, et dans un avenir proche, là, l'un et l'autre, quels sont vos projets ou les trucs qui vous bottent, et puis de manière générale aussi, démarrons là-dessus, quoi. Qu'est-ce que vous faites en ce moment, ou qu'est-ce qui vous attend, qu'est-ce que vous avez envie de faire là pour les semaines, les mois à venir? En ce moment, on travaille sur la traduction du livre de Satoshi, donc écrit par Phil Champagne, The Book of Satoshi, qui est un peu le recueil des écrits de Satoshi lorsqu'il postait activement sur les forums en début 2009. Et en fait, Phil Champagne, il reprend un peu les posts de manière chronologique et il explique en termes un peu plus simples les discussions et débats qu'il y avait entre les différents contributeurs. Et c'est très très intéressant parce qu'on voit que dès cette époque-là, donc dès le début, ils avaient déjà les mêmes interrogations qu'on retrouve aujourd'hui, en fait, qui sont des débats qui sont toujours ouverts et toujours en cours. Donc un super bouquin à lire parce qu'on voit que ces gens avaient vraiment, ils avaient
ils ont d'avance sur nous, en fait. Même voire plus. Et vous avez une petite idée là du calendrier, quand est-ce que ce sera publié ce livre? Ça progresse bien, donc on espère le sortir au premier trimestre. Super. Premier trimestre de 2023. Ok. Et est-ce que vous avez des besoins? Est-ce que vous appelez à du soutien? Est-ce que vous avez besoin davantage de contributeurs? Qu'est-ce qu'il faut réunir comme compétences, comme qualité? Est-ce qu'il faut avoir déjà fait de la traduction pour vous rejoindre ou Pas spécialement, non. J'avoue que ce qu'il faut, c'est juste de la bonne volonté. Et voilà, je pense que moi, j'étais pas traducteur avant, donc c'est quelque chose qui peut s'apprendre. Après, chacun a son spécialité. Moi, je sais que je préfère faire la traduction de base. Gary fait plutôt la relecture ou l'édition. Donc, on a chacun après nos préférences, mais avec de la bonne volonté, et voilà, c'est tout ce qu'il nous faut. L'essentiel des livres qu'on traduit, c'est des livres qui sont en anglais en version originale. Donc, il faut, j'imagine, des bonnes notions en anglais. Et puis ensuite, on doit pouvoir s'appuyer sur cet outil moi je connais DeepL, mais qui est quand même assez impressionnant et qui semble s'améliorer au fil du temps. Et après, on peut affiner là-dessus avec ses propres connaissances de la langue française, c'est ça? Moi, c'est mon process, ouais. J'utilise DeepL et après, je restructure un peu la phrase pour que ce soit fluide et cohérent la lecture, mais en soi, le logiciel, dans la plupart des cas, fait un très très bon boulot pour moi, je trouve. Pas pour tous les bouquins, mais la majorité des cas, c'est très très efficace. Ok. Et pour vous rejoindre, comment on fait? Twitter, Telegram. Ok. Voilà. Je laisserai dans les notes tous les liens pour se rapprocher de vous, quoi. Maintenant, si on parle un petit peu du livre, donc The Price of Tomorrow, le prix de demain de Jeff Booth, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'expérience du réseau dans ce travail de traduction? Pourquoi vous avez fait ce choix? Quand? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce choix? Et puis voilà, peut-être techniquement, si ça présente un intérêt, comment ça s'est fait la relation contractuelle avec Jeff Booth, ou juste pour avoir un petit peu une info de comment ça fonctionne, quoi. Vas-y, Gary. Eh bien, donc ce bouquin-là, donc j'ai fait l'édition, donc j'ai eu un échange un peu par mail avec Jeff Booth, mais ça s'est arrêté là. Donc c'était vraiment des questions pour eh bien des doutes sur certains termes ou voilà. On échange aussi des fois aussi avec les auteurs pour s'aider, savoir comment on traduirait la chose de la meilleure façon. Pourquoi on a choisi ce livre? C'est plus vraiment, j'ai plus vraiment le souvenir dans ma tête, mais en tout cas c'était un livre que je voulais lire, ça c'était certain. Donc je pense que quand vous avez amené le projet, j'ai direct dit oui, mais c'est ça, je pense que c'est à peu près ça. Pour moi, le livre a vraiment, il m'a fait beaucoup écho parce que j'aime beaucoup l'anticipation de base, et je suis assez versé, plus avant que maintenant, mais sur l'environnement. Okay. J'ai beaucoup travaillé avec la la terre, on va dire ça comme ça. Mais donc j'avais l'impression que ce livre c'était un peu un condensé de ça, de l'anticipation, en même temps la question environnementale avec le Bitcoin, la technologie. Donc tout ça me parlait beaucoup, et c'est pour ça que je voulais le lire en vérité et travailler dessus. Et donc tu disais que t'es belge, mais oui. Je me suis trompé, ou tu habites au Canada? J'ai habité 1 an au Québec. Je suis parti en permis vacances-travail, et là je suis retourné en fait. Ma compagne est québécoise. Ok. Ouais. Est-ce que donc c'est pas anodin, quoi? Tu connais le pays, et Jeff Booth est canadien si je me trompe pas. Et au Canada, il se passe quand même des trucs assez importants en termes de dérive sur le plan du respect des libertés,
sur le plan aussi politique monétaire, ça a l'air de partir quand même pas mal en vrille. Donc ça doit être intéressant aussi de faire la traduction en étant un peu le porte-parole de ce qui se passe. C'est effectivement une énorme question et un énorme sujet de discussion. Mais je sais pas trop en fait pour la question monétaire si le Canada c'est vraiment pire qu'ailleurs, parce que si on regarde simplement, je veux dire la perte, enfin de valeur, on va dire ça comme ça, de la monnaie par rapport au dollar, je veux dire le dollar canadien c'est pas si pire en fait. Donc je sais pas, mais question liberté c'est sûr, rien à redire. Enfin voilà. C'est ça, moi j'ai suivi un petit peu, je connais pas vraiment le sujet, j'ai juste suivi l'affaire des truckers là. Et puis il y a comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Poilièvre, celui qui me semble a été élu la représentante du parti conservateur et qui a fait quand même un ramdam pas possible, qui n'a cessé de marteler la question justement de rigueur, l'absence de rigueur monétaire de la part du gouvernement et de la banque centrale. Donc ça a l'air d'être quand même un sujet Oui, complètement. C'est un sujet. Je pense que c'est un sujet autant en Europe, au Japon, je sais pas. Mais oui, c'est un sujet mondial, je suppose. Mais c'est pour ça que Bitcoin est là d'ailleurs. Mais oui, Pierre Poilievre d'ailleurs fait pas mal de promotion pour le Bitcoin également. Fond, ouais. Je sais pas si Il a été vendu pile par Saif Eden, je crois. Oui, il a dit, je crois qu'il a dit. Ouais. Ah ouais, c'est un gars qui à fond fait la promotion d'une économie basée sur une monnaie saine et en particulier sur le Bitcoin. Donc je sais pas si c'est isolé dans le monde politique au Canada ou si ça commence à se répandre. Mais c'est intéressant. Et vous avez un peu de visibilité sur comment ce livre a été reçu dans le monde, en France et dans les différentes géographies couvertes par le réseau? Alors, je sais que niveau mondial, il était très bien reçu. Jeff a été invité dans toutes les conférences quasiment anglophones cette année. Amsterdam, Edinburgh, je pense qu'il a fait, je sais pas s'il a fait rigueur ou pas, mais il était speaker dans pas mal de conférences, il donne beaucoup d'interviews. Donc le livre a été bien accueilli, c'est un livre qui est un livre Bitcoin sans vraiment être Bitcoin, c'est-à-dire qu'il parle de technologie mais sans jamais vraiment aborder le thème de Bitcoin profondément, je dirais. Et donc il a été très bien accueilli. En France, Jeff a apparemment de notoriété comparé à l'international, donc le livre n'a pas été très bien vendu pour l'instant, mais bon, on travaille dessus, on espère en faire la promotion dans ces prochains mois. C'est vrai que c'est une des forces de ce bouquin, c'est qu'en fait, c'est pas un bouquin, on va dire, de zélote Bitcoin, quoi. Je veux dire, c'est pas un prosélytisme ouvert, et donc c'est pas de nature à effrayer le no-coiner ou le curieux. Offrir à son banquier, voilà, qui a peur de Bitcoin, mais on peut l'offrir ce genre de livre et il se dirait, ok, ça peut avoir du sens d'avoir un système monétaire déflationniste ou voilà. C'est juste à la fin du livre, en fait, qu'on présente Bitcoin comme une porte de sortie, comme très brièvement, en plus. Ouais, très brièvement, voilà. Ah ouais. C'est pas le cœur du bouquin, loin de là, ouais. Gary? Oui, c'est ça. Je pense qu'il en parle juste au dernier chapitre en disant que ce serait une bonne solution pour régler en fait le gap que la technologie crée en vérité entre ceux qui la possèdent et ceux qui la possèdent moins, on va dire, les utilisateurs. Et c'est ça, en gros, comme il l'explique, c'est que au plus on injecte des billets dans le système, au plus c'est les détenteurs de la technologie qui le captent. Ouais. Et donc, au plus il y a de monnaie, évidemment, au plus il y a un écart. Donc, il dit que Bitcoin pourrait régler ce problème. Effectivement, c'est au dernier chapitre, je pense. Effectivement. Ah, effectivement, ouais. Il y a cette idée que, ok, il y a cette
ce grand écart qui ne fait que s'accroître entre ces deux forces contraires, la technologie déflationniste et puis l'impression monétaire inflationniste. Et là, ce que tu dis, c'est qu'en fait, l'inflation de la masse monétaire, cette impression de billets, là, où elle bénéficie à ceux qui détiennent la techno, donc accélère l'innovation technologique, donc accroît ce gap, quoi. Exact. C'est comme ça que je l'ai compris, et c'est ce livre qui m'a fait vraiment comprendre c'était quoi l'interaction entre la technologie et le système financier et les acteurs qui sont derrière, évidemment. Et pour ça, je le recommande vraiment. À tous ceux qui se posent la question pourquoi il y a autant d'inégalités dans le monde, je le recommande vraiment. Donc c'est vraiment ça. C'est simple en fait à comprendre quand on l'explique bêtement. Vous avez un monopole sur une technologie, il y a de plus en plus de billets et les gens utilisent de plus en plus la technologie. Eh bien, ceux qui la détiennent ont de plus en plus de billets, donc peuvent accroître leurs outils technologiques, et les utilisateurs, eh bien, il y a toujours un écart qui se creuse qui se fait par la planche à billets, quoi. Donc, ils sont laissés de côté. Et de manière plus globale, je dirais que Jeff, il essaie d'écrire le système, en fait, via deux forces. Donc, faut imaginer, voilà, vous savez, l'image connue de groupes de personnes qui tirent sur une corde, chacun d'un côté. Et qu'en fait, d'un côté, on a une technologie qui est déflationniste, donc qui tire les prix vers le bas, de manière générale. Et de l'autre côté, on a un système monétaire qui est inflationniste, qui tire les prix vers le haut. Donc en fait, on a ces deux forces qui tirent à l'opposé. Et Jeff, en fait, essaie de faire comprendre aux lecteurs que ça n'a pas de sens d'avoir ces deux choses-là, et qu'on devrait avoir un système monétaire qui viendrait un peu épouser la déflation permise par la technologie et tirer dans le même sens, quoi. Moi, j'ai pas de background, je dirais, en business ou en techno, ni en économie. Et le livre, il m'a quand même pas mal marqué. Je crois que j'ai pigé un truc qui crève les yeux, maintenant que je l'ai vu. C'est quand je l'ai lu, ce bouquin, j'avais vraiment l'impression de courir comme un maboule dans la fameuse roue de hamster, quoi. Et pourtant, après 20 ans, après 20 ans de boulot, tu gagnes en efficience dans ton boulot, tu t'améliores quand même, hein, donc, mais tu continues à courir toujours plus vite, ça accélère sans cesse, et si tu essayes de faire un pas de côté, soit tu te ramasses la gueule, tu te rappes par terre méchamment, soit tu retombes dans un truc dont tu finis par te rendre compte finalement assez vite que c'est à nouveau une autre roue avec la même logique, à la logique du court petit hamster, continue à courir. Et ce qui est impressionnant, ouais, donc c'est donc cette réalisation que sur l'espace d'une vie, il y a des gains de productivité qui sont assez phénoménaux, qui sont réalisés à titre individuel. Comme je disais, tu t'améliores dans ton boulot, tu traites, es beaucoup plus efficace dans ta journée, parce que tu processes, tu hiérarchises mieux tes priorités, et puis tu sais comment gérer, comme tu analyses mieux, tu réponds mieux, tu trouves les solutions plus vite, voilà, tu as déjà rencontré les mêmes situations, etc. En plus, au niveau collectif, tu bénéficies du moins, on a ces améliorations technologiques qui font que, voilà, quoi, là où tu arrivais à traiter 4-5 courriers papier, à coller ton timbre dans la journée avec l'aide de ta secrétaire, aujourd'hui tu traites 10, 20, 50 fois plus d'emails, quoi, tu vois, c'est un truc de fou. Donc il y a des gains de productivité énormes, et notre vie, si on la compare à celle de ceux qui nous ont précédés, moi mes parents c'est des boomers, dans les années 70, dans un foyer tu pouvais avoir juste un salaire, et tu pouvais, en bossant correctement, rembourser ton emprunt immobilier sur 15 ans, 20 ans maximum, tu vois. Aujourd'hui, malgré tous ces gains de productivité qui devraient normalement nous rendre la vie vachement plus facile, quoi, on se retrouve à devoir être à deux à bosser pour rembourser un prêt immobilier sur 25 ans,
et flipper, quoi, en fait, parce qu'en termes de stress, on est quand même moins détendu que dans les années 70, quoi. Et donc, il y a un moment donné, tu vois ça, et moi, le bouquin m'a vraiment éclairé sur cette tension qu'il y a entre, d'un côté, un processus naturel qui est vieux comme le monde, qui pousse les hommes à essayer de faire mieux, plus vite, moins cher, tu vois, à gagner en efficience et par la technologie. Et puis, de l'autre côté, des gouvernements qui s'endettent, une économie de plus en plus basée sur la dette, et pour rembourser ne serait-ce que les intérêts de la dette, il faut de l'inflation, quoi. C'est plus facile de rembourser le prêt si la valeur de ce que tu rembourses décroît dans le temps, quoi. Donc la grosse arnaque, quoi, en fait. La grosse arnaque. Et ce que j'ai bien aimé dans le bouquin, c'est qu'en fait, il est assez pédagogue dans son approche, où il répète en fait le truc assez simplement, avec des exemples qui sont assez concrets, parle à tout le monde, des exemples de sa boîte par exemple, hein, et ça finit par rentrer. Donc je sais pas, Gary, il y a d'autres choses, toi, qui t'ont touché dans ce bouquin, ou des choses que tu veux mettre en avant pour des gens qui seraient intéressés de le lire? Eh bien, comme je l'ai dit, donc toute personne qui voit des inégalités dans le monde et qui s'y intéresse et qui a envie de faire quelque chose, je recommande ce bouquin. Avant toute chose, je l'ai déjà recommandé à des anciens collègues avec qui je travaillais pour l'environnement. Je sais pas s'ils ont passé le cap, mais en tout cas, je vais continuer à pousser. C'est ça. Si la technologie, les inégalités, la psychologie humaine liée à tout ça également vous intéresse, c'est un livre, un incontournable, je pense, vraiment. Qui est pas trop axé Bitcoin. Si le Bitcoin, c'est pas trop votre histoire encore, commencez par ce bouquin, et puis faites votre idée. Ça met le doigt là sur le problème important qui nous pète à la gueule en ce moment, et on peut facilement se mettre d'accord sur ce problème. Et à partir du moment où on a fait ce diagnostic, voilà, parmi les solutions, il y a Bitcoin, qui semble être quand même assez adapté, quoi. Oui, et évidemment, Jeff Booth met aussi les autres solutions. Donc, les deux solutions principales, c'est soit le revenu de base universel, ou soit la deuxième. Je me souviens plus. Merde. Il me semble que c'est un petit peu les idées. Il reprend là les idées que Ray Dalio a listées, décrites dans son bouquin. Là, c'est soit tu fais défaut de ta dette, là, donc ce qui semble assez peu envisageable. Soit tu redistribues par le biais d'une taxation sur les riches plus importante. Alors ça, c'est assez improbable, parce que j'imagine qu'en termes de montant, c'est pas possible, et puis politiquement, ça doit pas être évident non plus. Et il y a l'austérité, c'est tout le monde déguste avec des taux d'intérêt plus hauts, et puis sans doute des niveaux de taxation supérieurs. Ça, pareil, politiquement, ça passe pas. Et le revenu universel, ouais, ça, je me souvenais plus trop. Et puis il y a l'idée de l'impression, quoi, impression monétaire. On s'en sort par l'inflation, qui permet de réduire le poids relatif de la dette, quoi, quelque chose comme ça, non? Il me semble que c'est deux chapitres différents. Donc dans un, il reprend Ray Dalio qui explique comment un gouvernement peut faire pour s'en sortir. Ouais. Et ensuite, je pense qu'il y a un chapitre plus loin. Ça fait quelques mois que je l'ai pas relu, ce livre. Et donc il explique les deux solutions que les gouvernements vont pouvoir mettre en place comme nouveau système pour sortir de ce problème. Et donc il y a la taxation des riches et le revenu universel, et il y a une deuxième, et j'arrive plus à remettre la main dessus. Ça doit être très simple pourtant. Et en gros, c'est soit ces deux solutions qu'on va nous mettre en avant, soit la solution, Bitcoin. Et avec cette analyse, le lecteur peut se faire l'idée qu'est-ce qu'il préférait en vérité. C'est ça. Ok. Edouard?
Oui, c'est typiquement le genre de livre qui est idéal pour des personnes qui sont un peu effrayées par Bitcoin, mais qui auraient besoin de voir le problème, de faire un diagnostic, comme tu disais, du système et de voir en quoi il pêche. Hein. Je pense que c'est un bon guide de production, et ensuite on peut creuser des solutions après avoir lu ce livre. Exact. Et je pense qu'on va pouvoir clore cette conversation par une belle recommandation. Je pense que c'est vraiment un chouette bouquin, hyper accessible. C'est quoi ? C'est 20 €. Il y a une réduc pour les paiements en Bitcoin pour ceux qui souhaitent en faire le cadeau à des proches à Noël. Vous me direz s'il y a un petit bon, parce que j'ai vu que sur votre site là, il y a la possibilité d'avoir des bons de réduction. Alors peut-être qu'il y aura un bon de réduction pour ceux qui ont écouté ce podcast. Vous me direz, je mettrai ça dans les notes. Oui, on peut tout à fait mettre un code coupon Jacques. Voilà, ce serait cool. Hein. Et puis voilà. Je sais pas si vous avez un petit mot à ajouter avant de se séparer. Non, mais je te remercie pour l'invitation de présenter notre travail de traduction. C'est intéressant de faire le format audio un peu sur comparé à ce qu'on fait d'habitude, qui est plutôt de l'écrit pour nous. Donc ça change un peu d'exercice. Merci. Gary ? Oui, merci beaucoup. Et c'était un plaisir d'échanger autour de ce livre. Et oui, il y en aura plein d'autres, donc qui sait. Ok, moi je vous félicite, c'est vraiment génial ce boulot que vous faites. Et j'encourage tous ceux qui nous écoutent là à faire un tour sur la boutique Consensus Network. Il y a quand même, comme je disais là, une douzaine de super bouquins, vraiment. Le top de la littérature Bitcoin en français. Et puis pour ceux qui le souhaitent, prendre contact avec Edouard, Gary, le reste de l'équipe Consensus sur Telegram, sur Twitter, pour pourquoi pas s'engager dans cette aventure bénévole, hyper enrichissante, parce que c'est un beau travail, on apprend des trucs sur le contenu, mais aussi sur ce processus de traduction, puis de travail en groupe. Il y a une belle énergie dans ce réseau, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous les deux, et puis à très bientôt. Merci. À bientôt, Jacques, merci.